C'est un plaisir d'être là devant vous aujourd'hui. Le public est nombreux, ça me fait plaisir. Je suis un peu fatigué, mais sachez que mon enthousiasme est aussi grand que mes cernes sont profonds. Alors, d'abord, un mot sur le titre, puisque entre ce que Judith a annoncé et ce que vous voyez à l'écran, il y a changé, c'est J'aurais que pu lever mon nez de ma feuille. ça s'explique. Ça s'explique. J'ai fourni mon titre au cours de l'été. J'étais en train de formuler à ce moment-là mon nouveau projet postdoctoral en vue de le faire financer par vous savez qui, ou plus exactement quoi. Donc, entre-temps, le projet s'est précisé, s'est consolidé, et puis j'ai fini par assumer l'idée de l'écrivain blanc, donc à mettre en opposition au signifiant autochtone. La formule est certainement un peu choquante, un peu aguichante peut-être, mais elle n'est pas une simple provocation. J'essaierai de le montrer. Donc, vous l'aurez compris, j'ai l'intention de vous parler de ce nouveau projet de recherche postdoctorale aujourd'hui. Que sont ces figures d'écrivains blancs en autochtone? Alors, j'en ai rassemblé 3 sur lesquels j'ai l'intention de travailler. Donc, l'écrivain, anthropologue et militant péruvien José María Arguedas, l'écrivain franco-mauricien nobilisé que vous connaissez probablement, J.M.G. Leclésio, et le troisième, l'écrivain avant-gardiste franco-canadien Patrick Strachan. Donc, ces 3 écrivains ont en commun d'avoir revendiqué une identité indigène ou amérindienne à un certain moment de leur vie. D'où cette idée donc des figures de l'écrivain blanc en autochtone. Puisque ce sont 3 écrivains blancs et masculins qui, depuis leur position dans le système éditorial et culturel occidental, ont cherché à s'approprier ou à tirer profit d'un ethos, d'un savoir étranger à leur sphère culturelle. Alors chacun l'a fait différemment, avec des visées distinctes également. Aujourd'hui, j'entends discuter uniquement du cas Leclésio. J'appelle ça le cas, parce que c'est vraiment des cas dans chacun des cas. Voilà. Je le connais un peu mieux à ce stade. C'est un projet à venir, mais j'ai démarré, si on veut, le projet à partir de l'écrivain avec lequel je suis le plus familier pour avoir fait, comme Judith l'a mentionné, une thèse sur lui. Et ma thèse portait spécialement sur la période 1970-1974, période au cours de laquelle Leclésio a séjourné en Amérique centrale auprès des Embera, un groupe autochtone qui l'a beaucoup marqué. Alors, travailler les figures de l'écrivain blanc en autochtone est une manière pour moi de m'inscrire dans les études décoloniales, mais un peu par la bande. Mon projet, ce n'est pas d'étudier la littérature autochtone, mais des postures d'écrivains issus de cultures hégémoniques, adoptant un point de vue ou un ethos minoritaire, marginal ou décentré, de même que les effets socio-esthétiques de ce positionnement particulier. Leclésio, Strachan, Arguedas sont ou furent, seul Leclésio est encore en vie, figures littéraires importantes dans leur ère d'influence respective. Alors chacun d'eux a œuvré à sa manière au métissage culturel dans une perspective critique, antiraciste ou décoloniale, et chacun de ces cas présente un certain rapport interculturel problématique. Chacun des cas est fait d'appropriation et de maladresse, autant que d'un désir d'émancipation politique réciproque, teinté de curiosité et de respect envers les cultures diversement médiées. Dans une perspective d'histoire culturelle critique, tous ces cas-là doivent me permettre d'interroger à nouveau frais la notion d'autochtonie qui fait débat aujourd'hui. Alors, je précise que mon projet consiste avant tout à examiner des postures problématiques, les postures problématiques de ces écrivains, et sans nier qu'au regard des sensibilités actuelles, leur démarche pourrait être accusée d'appropriation culturelle, un thème que j'aborderai d'ailleurs aujourd'hui. Ces démarches ne sont pas pour autant dénuées d'intérêt, bien au contraire. Leurs valeurs esthétiques, éthiques, politiques font des œuvres de ces écrivains des objets riches de sens dont l'influence sur le cours de l'histoire culturelle américaine et mondiale mérite d'être examinée de plus près. Alors chacune d'elles marque un moment de l'histoire littéraire jalonnant un chemin vers une meilleure compréhension des rapports interculturels jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'elles peuvent et doivent aujourd'hui nourrir la pensée décoloniale contemporaine. C'est ce que je me propose de faire. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est d'introduire la notion d'appropriation culturelle. L'idée, c'est de poser un cadre interprétatif pour la suite de mon exposé, de sorte qu'on puisse examiner le cas d'étude sélectionné à la lumière de cette notion d'appropriation. Alors, je peux introduire la notion d'appropriation culturelle à partir d'un article récent de Jean-Philippe Huzel, qui est professeur au département en histoire de l'art ici à l'UQAM.
Uzel est membre du CIERA, qui est le Centre interuniversitaire d'études de recherche autochtones, et il participe activement au GRIAC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines. Alors voici ce qu'il écrit. L'appropriation culturelle a été théorisée pour la première fois en 1976 par Kenneth Coates-Smith, un professeur à l'Université de Toronto et grand défenseur de la cause des Inuits. Dans un texte fondateur, il croise la notion marxiste d'appropriation de classe et le concept de colonialisme culturel afin de mettre en évidence la façon dont la culture occidentale s'approprie des formes culturelles issues de cultures opprimées ou colonisées. Aujourd'hui, cette notion, qui a été travaillée et approfondie par de nombreux auteurs, renvoie toujours à la manière dont les éléments et les signes d'une culture dominée sont décontextualisés, déformés ou simplifiés. Autrement dit, la relation de pouvoir dominant-dominé est essentielle à la définition de l'appropriation culturelle, même si le pouvoir en place cherche constamment à la nier. Alors pourquoi Uzel prend la peine de mentionner que le pouvoir en place cherche à nier la relation dominant-dominé qu'il perpétue? Eh bien parce que la stratégie la plus courante pour désamorcer les controverses artistiques liées à l'appropriation culturelle, c'est de s'appuyer sur sa position de dominant pour défendre une démarche de valorisation de la culture dominée. C'est une manière de connoter positivement la chose. Le rapport en devient un de simple échange culturel, neutralisé dans sa dimension historique et politique, au profit d'une logique de métissage nourrissant l'inspiration créatrice. Alors, les artistes accusés d'appropriationnisme vont généralement se présenter non comme des adversaires, mais comme des alliés des cultures autochtones. Leurs œuvres, écrit Uzel, auraient pour effet de sensibiliser le plus grand nombre aux injustices et aux souffrances subies par ces groupes marginalisés. En retour, toute forme de questionnement sur la légitimité de leur engagement, y compris par les représentants des cultures qu'ils représentent, est vécue par eux comme une forme de censure. Alors avant d'introduire le cas d'étude, le Clésio, je voudrais insister sur une distinction qui me semble importante à faire entre, d'une part, le paradigme post-colonial, où les cultures sont mises sur un pied d'égalité dans un monde pensé comme déjà décolonisé après les indépendances, et d'autre part, le paradigme décolonial, où les cultures ne sont pas posées d'emblée comme égalitaires, car il est évident qu'un rapport de domination perdure à l'échelle mondiale malgré les indépendances. Alors, d'un point de vue décolonial, le phénomène colonial, ou ce qu'on pourrait appeler la colonialité, existe bien au-delà de la subordination politique étatique. Il a des racines dans l'imaginaire, dans les systèmes de croyances et de connaissances. Et c'est justement ce que je vais essayer d'explorer avec vous aujourd'hui. Alors, je précise, mon objectif, ce n'est pas d'épingler le Clésio et de le réduire au statut de colon, même si son père, effectivement, prit part au système colonial britannique en tant que médecin de brousse au Nigeria. Mon objectif, c'est d'examiner les implications de la démarche appropriationniste de l'écrivain sur le versant imaginaire de la colonialité. Ce sera l'occasion pour moi d'aborder un certain nombre de concepts propres à la pensée décoloniale, notamment la sémiose coloniale et la pensée frontalière, telles qu'elles ont été développées par Walter Mignolo, et aussi le concept de codophagie, théorisé par Bolivar Echeverría. Alors, le cas Le Clésio. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans ma thèse et ailleurs, notamment dans un article paru récemment dans la revue Relief, signé de ma main, donc, qui s'appelle Le Clésio dans les forêts du Darien avec les Emberas. Je vais quand même prendre la peine de poser le cadre du problème et d'esquisser rapidement les facteurs déterminants ayant mené Le Clésio à écrire sur ceux qu'il appelle les Indiens. Alors, entre 1970 et 1974, au cours de séjours de plusieurs mois à chaque année, durant la saison des pluies, c'était plus facile de naviguer sur les fleuves à ce moment-là, Le Clésio se rend au Panama, dans le Darien, pour séjourner auprès d'une communauté Embera. À la fin des années de la décennie 1960, l'écrivain vit une crise importante, spirituelle et littéraire. Ses livres sont des échecs, après le grand succès qu'a été le procès-verbal en 1963. Fin 60, ses livres ne se vendent plus. Ses livres sont des échecs, sa pensée stagne. Donc il veut fuir la culture occidentale, dont il exècre l'excès de réflexivité, la vanité, l'élitisme. Un peu par hasard, de fil en aiguille, puisqu'il fréquentait déjà le Mexique depuis 1968, il en vient à visiter le Panama, puis à se faire inviter par des Emberas à séjourner chez eux dans une réserve autochtone, ce qui s'appelle là-bas une comarca indigena.
Alors, je vais brosser le portrait de la région du Darien pour vous donner une idée de la situation. L'écorégion appelée Choco-Darienne couvre une superficie d'environ 74 000 km². Elle est située à cheval sur la frontière entre le Panama et la Colombie. Et elle est recouverte de forêts pluviales et humides en raison du climat tropical qui y règne. Alors, au Panama, la région s'étend aux comarques du Darien et de Cunayala. Et puis en Colombie, elle s'étire le long de la côte pacifique et de mangroves entre l'océan et la Serrana del Baudo, qui forment une partie de la cordillère des Andes. Et donc jusqu'à l'embouchure deltaïque du Rio Atrato. Ce dernier fleuve traverse le département du Chocó du sud vers le nord et termine sa course dans la mer des Caraïbes. À ce jour, presque 60% de toute la superficie du bouchon, on l'appelle le bouchon du Darien, est recouverte de forêts, tandis que moins de 1% est urbanisé. Alors, le bouchon représente ainsi, selon le Clésio, il écrivait ceci en 97, mais c'est encore vrai, l'ultime fragment de la selve originale qui ferme la communication entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En pratique, c'est vrai, le terrain étant trop accidenté, l'autoroute panaméricaine qui parcourt les trois Amériques sur l'axe nord-sud est interrompue en plein milieu de l'isthme mésoaméricain. Puisque l'isthme constitue géographiquement un entonnoir et un point de passage resserré entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, il est aussi un point névralgique pour les narcotrafiquants. Et en Colombie, les FARC y ont longtemps été installés. Alors, le Darien, c'est la terre d'accueil de deux peuples cousins, les Embera et les Wunan. Ces derniers sont parfois appelés Wonana ou Noanana. Le groupe auprès duquel a séjourné le Clésio habite sur le Rio Tuquesa au Panama. Alors, traditionnellement, les Embera vivent de la pêche, de la chasse, de l'horticulture, de la cueillette forestière. Et ils pratiquent de façon experte le vannage de paniers ornés de motifs colorés parfois très élaborés. Leurs maisons, ouvertes et traditionnellement rondes, avec des toits en parapluie, sont construites sur des pilotis. Et oui, les toits sont faits de chaume. Et puis, les maisons sont généralement bâties près des fleuves, des rivières, mais sur pilotis à cause des crues, donc pour se protéger. Et puis, les Embera dorment dans des hamacs. Alors, l'économie des villages est communautaire. La propriété privée n'existe pas pour la terre, ni pour les produits de la chasse qui sont partagés entre les membres de la communauté. Bon, bien sûr, depuis les années 60, de nombreux objets de la culture occidentale ont pénétré sur ces territoires, moteurs hors bord, lampes au kérosène, fusils de chasse. Tiens, la chasse. Casseroles, vêtements manufacturés, etc. Alors déjà, à l'époque où le Clésio séjourne chez eux, ils ne sont pas un peuple complètement isolé du monde moderne, bien sûr. Et puis, la présence des Embera au Darien est même un fait de la colonisation, puisqu'ils étaient auparavant installés plus au sud sur le continent. Ce sont les Kuna qui habitaient l'isthme au moment du premier contact avec les colons espagnols. Par la suite, les Embera sont venus s'y installer sous la pression de l'activité coloniale européenne en Amazonie. Ils ont donc repoussé dans leur remontée les Kuna, plus au nord dans l'isthme et sur l'archipel de San Blas. Les Embera n'ont pas de... Et je terminerai là-dessus sur le topo de cette population. Les Embera n'ont pas de religion organisée, mais ils croient aux esprits, Haï, ou J-A-I en espagnol, Haï. Et le chamanisme, ou Jaibanismo, est une des composantes fondamentales de leur forme de vie sociale et spirituelle. Alors, les chamans, les jaibanas, sont des guérisseurs. Et puis justement, le livre de le Clésio dont je vous parle aujourd'hui, il est intitulé Haï. Donc, il constitue un double sens sur le thème Embera, esprit, et sur le terme français du verbe haïr. Alors, dans ce livre, paru en 71 aux éditions genevoises Skira, l'écrivain place les cultures amérindiennes et la culture occidentale en opposition. L'écrivain nous fait part de sa haine de l'art réflexif occidental et de son émerveillement face à la culture artisanale Embera. Il ne fait pas dans la demi-mesure, l'opposition est vraiment radicale, elle ne laisse place à aucun compromis. D'ailleurs, cette démarche lui vaudra bien des critiques, on verra bientôt pourquoi. Alors, l'analyse de Haï que je présente aujourd'hui est limitée à la première partie seulement. Le texte comporte 3 parties. Le livre ayant paru en 71, on comprend qu'il témoigne surtout des premiers contacts de l'écrivain avec les Embera, puisque ces contacts se prolongeront dans les 3 années qui suivront. Et bien sûr, son regard va évoluer. Je ne veux pas qu'on me taxe de mauvaise foi, alors j'explique ici quel est mon objectif particulier à travers cette analyse. Je veux montrer comment, dans cette première partie de son œuvre, un peu péremptoire, le Clésio reconduit certains archétypes occidentaux modernes, c'est-à-dire un certain imaginaire colonial à travers le regard qu'il développe sur les descriptions.
et les descriptions qu'il produit. En particulier, je veux montrer 3 choses. Donc la première, les présupposés du rapport d'opposition culturelle qui est installé, le présupposé étant bien sûr un occidentalocentrisme. La deuxième chose que je veux montrer, c'est l'essentialisme du regard leclésien, cette idée du bon sauvage et puis la beauté de la femme indienne. Je vous montrerai ça bientôt. Et enfin, troisième chose, le réductionnisme opéré par l'écrivain, qui fait valoir l'idée de non-réflexivité de l'art en Béra. On verra que ça pose problème aussi. Alors, c'est autant d'éléments qui, à mon sens, participent de la sémiose coloniale. Alors, si mon analyse va peut-être apparaître un peu limitée ou si peut-être peut être frustrante, sait-on jamais, alors je vous invite à consulter mes autres travaux où là, je pose un regard beaucoup plus positif et donc sur les retombées et puis j'analyse un corpus qui vient plus tard pour montrer comment effectivement il y a eu des retombées importantes au-delà du premier choc, si on veut, des cultures qui est présenté là, dans ce texte dont je vous parle aujourd'hui. Chose importante à dire, dans Haï, le Clésio assume une parole à la première personne du singulier dont l'authenticité ne fait pas de doute. Donc on est dans le régime de l'essai, pas de la fiction. Voici comment débute le livre. Je ne sais pas trop comment cela est possible, mais c'est ainsi, je suis un Indien. Bon, maintenant vous comprenez peut-être mieux pourquoi je parle de figure de l'écrivain blanc en autochtone. Alors d'abord, je voudrais montrer comment s'organise le rapport d'opposition entre le monde autochtone traditionnel et le monde occidental urbain. Il semble fondé sur une exclusion liée à notre rapport sémiotique au monde. Le Clésio écrit ceci. Les pensées, les dessins et les mots occidentaux sont solitaires, semblables à de sales excréments séchés, tandis que les signes des Indiens sont une incantation, une musique, une danse, auquel chacun obéit et que chacun invente. Donc, d'un côté, les signes occidentaux sont assimilés à de la matière fécale, un rejet, et de l'autre, les signes en Béra seraient intégrés à la vie rituelle et participeraient d'une créativité au quotidien. Alors, l'opposition est fondée sur l'idée que les Occidentaux ont désappris à voir les signes. Il écrit ceci, le regard n'est rien d'autre que la lecture des signes. Mais quand les signes ont cessé d'apparaître, que faire de ces yeux? Alors, il faut reconnaître que l'attribution aux Ambéras de ce rapport sémiotique au monde par l'écrivain est un leurre. C'est l'écrivain qui, soudainement, voit tous les signes culturels qui lui sont étrangers. C'est sa posture qui est ainsi dégagée. C'est-à-dire que c'est lui qui, se retrouvant dans une situation nouvelle, ne peut faire autrement que d'entretenir un rapport exacerbé aux signes culturels avec lesquels il est en... Salut David. Avec lesquels il est en contact. Alors l'attribution de ce rapport particulier aux Ambéras eux-mêmes est une erreur assez évidente qu'aucun anthropologue n'aurait osé. L'écrivain n'a pas su faire la part des choses entre son regard et le regard de ceux qui l'observent. C'est donc le regard de l'écrivain qui organise l'interprétation, tout en présentant les choses comme si elles étaient objectivement telles. Et puis, le Clésio écrit encore ceci. « Les Indiens ont 1 millier d'années de connaissances et c'est pour cela que leur science est si parfaite. Leur monde n'est pas différent du nôtre, simplement ils l'habitent, tandis que nous sommes encore en exil. » Cette idée va poser problème. C'est l'idéalisation de la science autochtone qui est évidente ici, mais elle se fait au détriment de la science occidentale, comme si l'une et l'autre devaient inévitablement entrer dans un rapport hiérarchisé. Certes, le Clésio renverse ce rapport en affirmant la supériorité de la science des Ambéras, mais il se fonde sur un critère proprement mythologique qui trahit encore une fois sa position occidentalo-centrée. Car nous sommes encore en exil nous renvoie directement au mythe du Jardin d'Éden et à l'exclusion d'Adam et Ève de ce dernier. Donc nous, occidentaux, sommes pécheurs par notre connaissance, tandis que les Ambéras y habitent encore. Bref, ce sont de bons sauvages. Il faut mesurer toute l'ironie de cette pensée quand on sait que les Ambéras ont été chassés de leurs terres australes vers l'isthme panaméen par les colons européens. Ils sont littéralement des exilés. Maintenant, je voudrais aborder la question de l'essentialisme du regard de le Clésio. Alors, ces sauvages ne se contentent pas d'être bons, ils sont aussi beaux. Alors, du moins, ils sont-ils dans l'œil de l'écrivain qui écrit bien candidement: voilà un peuple qui ne mange pas à sa faim, qui est privé presque continuellement des ingrédients de base de la diététique moderne. Pas de viande, pas de lait, pas de légumes, pas de fruits. Seulement d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, l'âpre plantain vert. De temps à autre, un peu de viande de cerf ou de pécari, un iguane, un perroquet, du riz, du maïs. Et tout cela a pu produire des corps aussi harmonieux, aussi forts, aussi endurants.
Il y a là comme un défi à notre propre race, à nos goûts dispendieux, à nos soucis alimentaires. Nous, les mangeurs de viande, les buveurs de lait, les dévoreurs de vitamines. Nous qui dévorons tant de richesses que nous ne pouvons les distribuer dans le monde aux peuples en famine, aux enfants mal nourris. Et ces peuples, eux, se vengent simplement en étant beaux. Douce revanche, n'est-ce pas? Hein? Contre le pillage, le déplacement des populations, enfin toutes les affres de la colonisation, les Emberas ont la beauté pour eux. Quelle claque! On voit comment le Clésio réduit les Autochtones à cette vision du beau sauvage. Hein. Or, ces descriptions des femmes Emberas sont encore plus réductrices. En effet, l'écrivain nous parle abondamment de la beauté, de la nubilité des femmes. À travers ces descriptions, on apprécie tout le fond patriarcal de la colonialité, dont son texte apparaît comme une médiation. Je le cite, « La beauté indienne ne se remarque pas. Elle ne cherche pas à être remarquée. Elle n'est ni dédain ni provocation, elle ne se mesure à aucune laideur, elle ne transfigure pas, elle n'idéalise pas. Elle est là, seulement, triomphale, vibrante, brillance externe qui n'a d'autre raison que l'attirance sexuelle, puis la fécondité. Il semble, et c'est une autre citation, il semble qu'elle porte, vous voyez qu'on est 3 pages plus loin, mais il parle de ça, ça fait 3 pages, là. Il semble qu'elle porte avec leur beauté la vérité de leur race, son ordre de survie. La beauté brille en elles, sur leur peau, sur leur visage, dans leur chevelure, les signes de salut de l'espèce humaine tout entière. Illustration de la nature même, comme le sont les oiseaux, les fleurs, les feuilles, les insectes, apparus sans rupture, sans déchirement, entre les autres formes vivantes sur la terre, apparus non pour détruire ou pour dominer, mais pour respirer, pour manger, boire, pour nourrir, pour aimer et faire croître la vie dans leur ventre. Est-ce que j'ai besoin d'analyser ces passages? Oui, je pense qu'il faut le faire quand même. Hein. La beauté indienne, elle est réduite à la fonction reproductrice de la femme. Alors, cette beauté est une vérité raciale et elle serait un symptôme peut-être de l'état de survie dans lequel est maintenu le peuple Embera depuis la colonisation. Elle est une illustration de la nature même, elle n'est donc pas une médiation. Hein. Ce qui, d'ailleurs, suppose que la beauté des femmes occidentales est entièrement réflexive ou détournée du salut de l'espèce humaine. Et on se demande bien par quoi passe ce salut, sinon par un retour impossible et complètement fabulé à un état de nature primitif dans lequel le Clésio imagine que les Emberas se trouvent. Alors, les idées de déchirure et de rupture nous renvoient encore une fois à l'exil de l'Éden. Enfin, les femmes Emberas seraient apparues sur Terre, non pour détruire ou dominer. Est-ce à dire que les femmes occidentales sont ainsi déterminées? On voit poindre aussi une pointe de misogynie ici. Hein, elles sont apparues, remarquez le verbe étrange qui évoque un fantasme, pour respirer, pour manger, pour boire, pour nourrir, pour aimer, pour faire croître la vie dans leur ventre. Elles sont donc réduites à leur rôle maternel, ces femmes. Le Clésio dit d'ailleurs « la femme », sans qu'aucune singularité, aucune personnalité ne vienne animer et possiblement faire dérailler ce programme. Démonstration faite. Maintenant, dans sa mise en opposition des cultures, le Clésio procède par comparaison. Hein, il met l'un face à l'autre, l'art occidental, avec le système qu'il suppose, et l'artisanat Embera, qu'il conçoit comme entièrement fonctionnel et aucunement représentationnel. Il affirme un certain nombre de choses de façon catégorique. Pas de miroir, on ne se regarde pas. Tout est art. Autrement dit, l'art n'est pas un domaine de spécialisation sociale séparé. Il n'y a rien d'inventé qui revienne sur soi-même. Autrement dit, tout est transitif. Le langage n'est pas fait pour divertir, l'Indien le sait depuis toujours. Encore cette propension à octroyer à l'Indien une sagesse millénaire. Hein. Alors, le Clésio fait de l'art Embera un système entièrement performatif et non représentationnel. Il écrit ceci, fête magique, théâtre commun, il n'y a pas d'acteur, pas de public. Tous ces insignes, tous ces traits, tous ces gestes, ils ne sont pas séparés, ils ne sont pas oubliés. Alors cette idée d'oubli connote le cratilisme de le Clésio, hein, qui voit en quelque sorte dans l'arbitraire du signe la marque d'une déconnexion avec l'origine divine du monde et la corruption terrestre qu'elle implique. Mais les Autochtones, pour lui, n'ont pas perdu cette connexion. Leur art n'est pas séparé du quotidien, en conséquence, ils n'ont pas oublié sa motivation. Alors, son interprétation le mène à mécomprendre le système de l'art Embera dans la mesure où il lui dénie toute capacité réflexive. Alors, son seul effet serait de maintenir la cohérence sociale du groupe.
Et donc, il n'entrevoit aucune médiation autofigurative, ni aucune compétence critique pour l'art ambera, qu'il subsume d'ailleurs entièrement sous le régime de la magie. Il va écrire les Indiens ne représentent pas la vie, ils n'ont pas besoin d'analyser les événements. Au contraire, ils vivent les représentations des mystères, ils suivent les traces peintes, ils parlent, mangent, s'aiment et s'unissent selon les indications que donne la magie. Art, enfin, art réellement et non plus misérables interrogations de l'individu devant le monde. Art, puisque l'art est impression de l'univers sur le groupe humain et la filiation de chaque cellule à l'ensemble. Et donc, en opposition à la supposée magie unifiée de la communauté autochtone, le Clésio voit dans les pratiques artistiques occidentales une rupture causée par la réflexivité et la spécialisation des formes de l'art moderne. Il écrit l'alphabet, les livres, le théâtre écrit, les doctrines, les manifestes. C'est cela qui a interrompu la communication. Les signes ne sont plus ceux de la communauté. Ils bavardent, chacun pour soi, chacun dans son coin, comme des oiseaux, manifestement. Ils bavardent, et pendant ce temps-là, d'autres signes, ceux maudits de la domination et de l'esclavage, unissent leurs efforts et crèvent les yeux et les tympans. Bon. Ça, c'est quand même un thème qu'on retrouve beaucoup dans la littérature de Le Clésio à cette époque, notamment dans La guerre et les géants, qui sont des textes de fiction. Alors, les signes de la domination et de l'esclavage dont parle l'écrivain sont ceux de la publicité et de l'ordre consumériste. Alors, pour Le Clésio, la fin du système de l'art occidental est à trouver dans sa subordination au capitalisme. L'art occidental est entièrement réifié. J'aurais voulu vous montrer une numérisation d'une des pages du livre, puisqu'en fait, il y a plein d'illustrations dans ce livre. C'est une de ses forces, on va dire, de mettre en apposition des éléments de la culture artisanale ambera, par exemple, comme ceci, et des tissages et des vannages, avec des éléments de la culture occidentale. Par exemple, ici, vous voyez une enregistreuse Revox ouverte dont on voit les composantes. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Donc, il passe comme ça, il fait une espèce de radioscopie de l'une et l'autre culture. Il met des affiches publicitaires aussi pour montrer l'image qu'on se renvoie de nous-mêmes par la publicité. Et puis, il y a ça, une photographie de nuit de Piccadilly Circus à Londres, où cette idée-là d'esclavagisme des signes est illustrée dans la mesure où ce serait ça, la fin de l'art occidental, une réification totale. Le Clésio, lui, refuse cette subordination et cette subjectivation qu'elle implique, la culture occidentale. Et pourtant, au terme de son analyse de l'art ambera, le Clésio écrit ceci. On voudrait retrouver quelques secrets, on voudrait à nouveau soumettre sa vie, sa pauvre, médiocre vie de solitaire à l'infinie mansuétude de l'espèce. Soumettre sa vie, c'est moi qui souligne. C'est donc deux poids, deux mesures, c'est-à-dire oui à la soumission culturelle quand c'est magique, mais non à la soumission culturelle quand c'est économique. Évidemment, ça ne tient pas la route, et le Clésio se méprend sur la liberté des ambera vis-à-vis de leur système de croyance. Il leur dénie aussi toute capacité réflexive face à ce système de croyance, ce qui, il faut bien le voir, suppose une supériorité intellectuelle des Occidentaux, puisque si nous, on est capable d'entretenir un rapport réflexif, pourquoi eux ne seraient pas capables de le faire? Et puis, cette supériorité intellectuelle des modernes occidentaux, elle est perçue par l'écrivain comme une damnation, en fait. Dans l'Éden, l'art réflexif n'a pas sa place. Adam et Ève ne se regardent pas. Ils ne se voient pas. Ils vivent dans l'ignorance. Ils n'ont pas besoin de s'auto-représenter. En somme, le Clésio est nostalgique d'un paradis perdu qu'il pense avoir retrouvé chez les ambera. Alors, non seulement son interprétant chrétien l'empêche d'analyser la culture ambera pour ce qu'elle est, mais en plus, il la dénature totalement en fondant son interprétation sur un système de croyance occidentale et donc complètement étranger à celui de la culture examinée. Enfin, tour de force, le Clésio réussit à se positionner en victime dans cette affaire. L'exilé, c'est lui. Les ambera sont infiniment sages, infiniment riches, mais lui est issu d'une culture déchirée, qui a perdu le sens de ses valeurs en s'abîmant dans la réflexivité. Alors voilà où je voulais en venir. Pour moi, il est clair qu'Aïe est un texte bâti sur ce que Walter Mignolo, à la suite de Hannibal Quijano, appelle le patron colonial du pouvoir. Patron colonial del poder. Alors en terminant, j'aimerais aborder avec vous quelques concepts issus des études décoloniales, dans l'idée d'enrichir mon analyse. Je veux discuter des concepts de codophagie, de sémiose coloniale et de pensée frontalière. Alors la codophagie d'abord. La codophagie est un concept sémiotique développé par Bolivar Echeverría. La codophagie, c'est le fait de se nourrir de codes.
Alors, toutes les communautés, toutes les cultures ont des codes. La culture peut être vue en soi comme un vaste code. D'après Echeverría, le métissage est le mode de vie naturel des cultures. Il conçoit cette dynamique comme un processus sémiotique impliquant une dimension de pouvoir inéluctable, en vertu de laquelle les codes rivalisent. Alors, pour se maintenir et gagner un ascendant, un code donné s'approprie ce qui, appartenant à un autre code, est de nature à le renforcer. Je cite Echeverría. Les codifications ou configurations singulières et concrètes du code de l'humain ne semblent pas pouvoir coexister autrement qu'en centre dévorant, qu'en frappant avec l'intention de détruire le centre de symbolisation constitutif de celle qu'ils ont en face d'elles, et en s'appropriant et en s'intégrant par la suite les restes encore vivants, se soumettant alors à une altération essentielle. Alors, je vais passer sur les explications fournies par Echeverría, qui voit dans l'histoire culturelle coloniale hispano-américaine la marque de cette dynamique. Les peuples colonisés auraient tiré avantage de la codophagie pour se maintenir malgré leur ruine par les dominants. Mais l'inverse est vrai également, dans la mesure où les puissances coloniales ont assimilé une part du code des peuples décimés en les transformant à leur avantage, c'est-à-dire en se les appropriant. Alors, je propose de comprendre la codophagie comme une sorte de dialogue interculturel non consenti. Deuxième concept dont je voudrais parler, c'est donc celui de sémiose coloniale. Alors, la sémiose coloniale, c'est un concept qui, lui, a été développé par Walter Mignolo. Mignolo nous invite à considérer comment, d'un point de vue historique, la colonisation a constitué un système particulier d'interaction affectant profondément l'ère américaine dans sa sémiose, c'est-à-dire dans ses interactions à travers différents systèmes de signes. Concept issu de la sémiotique de Peirce, la sémiose désigne la dynamique des signes comprise du point de vue de leurs effets. La sémiotique peircienne fonctionne sur la base d'un signe triadique dont un des termes est l'interprétant, lequel implique la prise en compte de la situation de saisie des signes ou des énoncés. Ainsi, écrit Mignolo, le concept de sémiose coloniale, et c'est la citation que vous voyez ici, que je vous ai traduite, met en évidence le dilemme suivant. Quel est le lieu énonciatif à partir duquel le sujet de la compréhension comprend les situations coloniales? En d'autres termes, dans laquelle des traditions à comprendre, le sujet de la compréhension est-il inscrit? Bien sûr, des questions aussi larges ne sont pas seulement pertinentes lorsqu'il s'agit de situations coloniales ou de sémiose coloniale, mais aussi de problèmes plus spécifiques tels que ceux de la race, du genre ou de la sémiose de classe. Alors, la pensée décoloniale nous invite à prendre en compte la position du sujet énonciatif dans le cas d'une analyse discursive ou sémiotique donnée. Alors, elle nous invite aussi à entretenir un rapport réflexif quant à notre propre position énonciative en tant que locuteur. Et surtout, il s'agit de ne pas se leurrer sur la possibilité d'une quelconque position de neutralité lorsque vient le temps d'étudier les cultures entre elles et les interactions culturelles. Alors, l'asymétrie dans l'interlocution est un facteur à considérer dans la production dialogique du sens. L'interculturalisme ne doit pas laisser place à un irénisme postcolonial voulant que les cultures dialoguent sur un pied d'égalité. Dans les faits, cette vision du village global est bonne pour la diplomatie, le commerce international et le contrôle des populations, puisqu'elle invisibilise les fractures culturelles, de même que les rapports de domination et d'appropriation qui continuent d'exister et qui perpétuent dans l'imaginaire social des conceptions stéréotypiques héritées de l'époque coloniale, et ce, tant du côté des dominants que des dominés. Seulement, les imaginaires coloniaux dominants sont tout autrement plus néfastes et funestes que les imaginaires coloniaux dominés. Alors, toute la modernité le prouve, je pense, vous serez peut-être d'accord avec moi. Comme l'écrit encore Mignolo, je le cite, « Pour mettre fin à la colonialité, il est nécessaire de mettre fin aux fictions de la modernité. » Alors, la décolonisation passe par une déconnexion, le terme employé c'est « de-link », une déconnexion des macro-récits de la modernité. Une telle déconnexion aurait le pouvoir d'altérer le patron colonial du pouvoir. Alors, dans une perspective décoloniale, l'interlocution et l'intersubjectivité dialogique avec elle apparaîtra plus signifiante que toute tentative d'établir objectivement un rapport de sens entre les signes et le monde. Dans la mesure où la deuxième démarche relève et participe généralement d'un modèle épistémologique dont la situation culturelle et historique ne constitue pas une donnée, tandis que l'interlocution produit des signes intermédiaires, dialogiques. Elle procède
de la traduction, de l'ajustement. Sur ce thème de la traduction, de l'ajustement, je voudrais aborder le dernier concept, celui de pensée frontalière. Pour aborder ce dernier concept, issu toujours de la pensée décoloniale, j'aimerais revenir à mon cas d'étude, donc Haï, de Le Clésio. Alors, dans Haï, Le Clésio écrit « La rencontre avec le monde indien n'est plus un luxe aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde moderne. » Ah, je la répète, puisqu'elle est importante. La rencontre avec le monde indien n'est pas un luxe aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde moderne. Alors, j'attire votre attention sur ce passage, puisqu'il met en évidence, il me semble, les motivations sous-jacentes de la rencontre interculturelle effectuée par l'écrivain. Alors, il ne s'agit pas pour lui de comprendre l'autre, mais soi-même. Aller vers les Emberas doit permettre en retour de comprendre la modernité occidentale. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais il faut bien comprendre ce qui se passe là. Le motif est assez clair dans les circonstances, et je pense qu'il est facilement concevable, à travers l'idée d'appropriation et de codophagie. Alors je reprends dans son entièreté maintenant, enfin ou presque, la première citation que je vous ai présentée tout à l'heure, qui marquait très explicitement une volonté d'appropriation identitaire de la part de l'écrivain. Vous vous souvenez? Je ne sais pas trop comment c'est possible, mais c'est ainsi, je suis un Indien. Eh bien, après, Le Clésio écrit ceci. Je ne le savais pas avant d'avoir rencontré les Indiens au Mexique, au Panama, maintenant je le sais. Quand j'ai rencontré ces peuples indiens, moi qui ne croyais pas avoir spécialement de famille, c'est comme si tout à coup j'ai connu des milliers de pères, des frères, d'épouses. Mais comme toujours, lorsqu'un individu... Une belle fraternité, n'est-ce pas? Mais comme toujours, lorsqu'un individu veut parler d'un peuple, lorsqu'il se mêle de deviner les passions et les desseins d'une communauté qui n'est pas la sienne, même s'il ne croit pas forcément à la science, il court de grands risques. Je ne sais pas quel est le rapport de la science ici, mais enfin. Ainsi, ces pages écrites pour parler de gens dont la grande vertu est d'être inaccessibles et silencieux ne savent parler, malheureusement, que de leur auteur. Hein, vous voyez? Au moins, il en est conscient. Alors, d'un point de vue bakhtinien, en partant du dialogisme comme modèle de communication intersubjective, et dialogisme également comme principe constitutif de l'identité, le principal problème que présente Haï est que ce livre ne constitue pas un véritable dialogue. La parole des Autochtones n'y est pas entendue. Le Clésio lui préfère le sempiternel silence des Amérindiens qu'il admire et qui, selon ses dires, l'a transformé. Bon. On n'a pas de raison de croire que c'est faux. L'honnêteté de l'écrivain n'est pas remise en cause. D'ailleurs, j'ai travaillé longuement là-dessus, sur les effets réels qu'a eu cette rencontre et de quelle manière elle a affecté sa poétique dans la suite de sa production. Seulement, le livre ne nous fait toujours entendre qu'une seule voix. Il est monologique. Et cette voix, c'est celle d'un écrivain occidental qui trouve auprès d'un groupe autochtone mésoaméricain l'occasion d'une défamiliarisation profonde. Et cette défamiliarisation va effectivement lui servir de tremplin pour un renouvellement de sa poétique. Le Clésio a dit publiquement, dans ses livres, mais aussi lors d'entretiens, à quel point il s'était laissé imbiber par l'environnement sémiotique dans lequel il s'était immergé au cours de ses longs séjours passés auprès des Emberas. Alors, il a été attentif à la voix particulière des Emberas, à leur rite, à leur rapport au langage. Il a appris la langue. De ce point de vue précis, est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle, d'appropriation artistique, ou même dire que le Clésio est un artiste appropriationniste? Je ne suis pas certain. Si on s'en tient à observer la forme de son énoncé, c'est ainsi, je suis un Indien, il faudrait plutôt considérer une sorte d'appropriation identitaire, plutôt que d'appropriation culturelle. Mais dans le débat sur l'appropriation culturelle, culture et identité ne peuvent pas vraiment, en tout cas, ne sont pas aisément dissociables, puisque c'est toujours entre des communautés distinctes qu'a lieu la codophagie. On peut penser l'appropriation identitaire à travers la notion de braconnage. Parler de braconnage identitaire, donc je me rattache au thème de la chasse ici. L'idée de braconnage identitaire entretient beaucoup de similarités avec le concept de pensée frontalière, pensamiento fronterizo, développé par Walter Mignolo. Mignolo pense la frontière et les interactions sémiotiques qu'elle implique à partir du fonctionnement de la sémiosphère, tel que l'a théorisé Yuri Lotman. Alors, les rapports entre centre et périphérie, dont rencontre le modèle de la sémiosphère, recoupe la partition entre culture dominante et culture dominée dans la pensée décoloniale.
Alors d'une part, le centre entretient des rapports d'appropriation par rapport à la périphérie dont elle se nourrit pour se maintenir, dont il se nourrit pour se maintenir. Là encore apparaît l'idée de codophagie, remarquez. D'autre part, la périphérie déploie sa créativité pour échapper à la capture du centre. Et donc entre les deux, il y a une frontière épaisse qui donne lieu à des opérations de traduction dialectique, ou ce que Mignolo appelle la pensée frontalière. Alors, s'il est opéré depuis la périphérie dominée, le braconnage culturel ou identitaire peut être vu comme une tactique en vue de déstabiliser l'hégémonie universalisante de la pensée occidentale, le centre. Mais à l'inverse, s'il est opéré depuis le centre, comme c'est le cas dans Haï, alors il correspond ni plus ni moins qu'à une modalité de l'appropriation culturelle. Alors, je conclus en m'inscrivant dans les études décoloniales et en mobilisant un certain nombre de concepts qui en sont issus, sémiose coloniale, codophagie, pensée frontalière. J'ai cherché à circonscrire, dans le cas d'études sélectionnées, donc je rappelle la première partie de Haï de Le Clésio, j'ai cherché à circonscrire l'imaginaire colonial sous-jacent à l'interprétation et aux descriptions de la culture ambéra qu'a produite l'écrivain au contact de ce groupe auprès duquel il a séjourné. Alors j'ai montré, je pense, qu'Haï ne constituait pas un dialogue à proprement parler, puisque ses motivations sont tournées vers l'Occident et vers le sujet écrivain, issu de cette sphère culturelle hégémonique. Au contraire, une logique d'appropriation identitaire s'y déploie, qui trahit l'imaginaire colonial de l'écrivain à cette époque. Mais, bon, avant de crier au loup, avant de canceller le Clésio, c'est vraiment pas le sens de mon travail. Il faudrait plutôt retenir une méthode. Je pense que la sociocritique aurait avantage à se nourrir davantage à la sémiotique et à se nourrir de la pensée décoloniale. Il y a, il me semble, tout un champ à la jonction des études littéraires et des études culturelles qui mérite notre attention. Alors, je vous remercie.